Ok, c'était pas mauvais à proprement parler, mais cet épisode était un peu frustrant du fait que ça introduit pas mal de trucs et aussi de résolution à la va-vite. En fait, c'est très similaire à l'épisode 3 à cet égard-là, quoi, où c'était la fin de la mise en place et autant on prenait un petit peu plus de temps pour les épisodes 1 et 2, mais c'était rejeté dans l'épisode 3. Et ben là, c'est un peu pareil, quoi. On doit conclure certains trucs et on le fait très vite. Et c'est plus dérangeant, j'ai envie de dire, que l'épisode 3 à un certain degré, parce que l'épisode 3, il y avait beaucoup de trucs à traiter à la suite, alors que là, au bout du compte, c'était possible de mettre en place beaucoup plus d'éléments dans ce que vous avez montré, parce que c'est majoritairement un épisode d'ambiance. C'est vraiment 10, 12 minutes d'ambiance horrifique, trompeuse, pour le reste qui est de la résolution et de l'explication sur ce qu'on a mis en place autour de cette caldeira. Et je trouve que c'est un peu gros, je vous cache pas. En gros, c'est plus ou moins, j'ai envie de dire, l'effet miroir des 3 premiers épisodes. Les 3 derniers épisodes forment une sorte de petit arc qui conclut la saison, alors que les 3 premiers, c'était l'arc qui lançait la saison. Je veux dire que on a vraiment eu que 3 épisodes entre-temps pour développer les personnages quand on s'y penche, hein, ce qui est un petit peu... Mais je sais pas, ça aurait mérité de plus de temps pour ce que vous mettez en place dans les résolutions. On va en parler, mais on va d'abord s'étendre pas très longtemps sur le gros morceau, ce qui occupe la majorité de l'épisode, c'est-à-dire l'ambiance un peu horrifique mise en place, où on démarre donc sur cette révélation de Ezran, comme quoi il n'y a pas de vraie guérisseuse à ce sommet, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Et comment tu sais ça? Il va dire, bah, il se trouve que je parle d'animaux. Encore, qu'est-ce que tu racontes comme connerie, Ezran? Dit Callum. Et j'ai l'impression que ça sort de nulle part. Ou peut-être que j'ai zappé un truc, peut-être qu'il y a eu 2, 3 moments de dialogue, et je m'excuse à ce moment-là, où on a appuyé le fait que Ezran clamait qu'il savait parler aux animaux et Callum le voyait de haut pour ça, peut-être. C'est pas impossible, j'ai pas un truc précis en tête. Je trouve que si c'était pour ramener à ça, ça aurait mérité d'être vraiment appuyé, mis au centre de quelque chose avant cet épisode. Mais bon, s'il y a eu quelques petits dialogues qui l'ont appuyé avant, c'est déjà un truc en plus que je pourrais concéder. Excusez-moi, j'ai pas tout en tête une fois de plus. Mais ouais, là, tout d'un coup, quoi, je sais parler aux animaux et Aval m'a dit que non, il n'y a pas de guérisseuse là-haut. Et donc, Callum me dit, oui, tu te fous un peu de ma gueule, et j'ai envie de dire, oui, ça va être ça le truc. Depuis tout petit, je suis différent des autres, c'est un truc que j'ai, et ça sort d'où en fait? Est-ce que c'est sa mère, quoi, la reine, qui a ce pouvoir de parler aux animaux, qui l'a transmis à son enfant? Je ne sais pas. Ça fait partie des trucs qui, j'espère, seront développés par la suite, parce que nous balancer comme ça, je peux parler aux animaux, je suis spécial, un petit peu facile, hein, donc on verra par la suite, hein, ne me répondez pas en commentaire s'il vous plaît. Mais bon, voilà, ce truc, quand on le balance comme ça, pour l'instant, on le croit pas, hein, on dit, ok, qu'est-ce que tu dis là? De toute façon, on est parti, et on va pas s'arrêter à mi-chemin, et on n'a pas d'autres pistes. Alors, on va quand même poursuivre. Et donc, sur le chemin, c'est là qu'on va avoir donc le gros morceau qui va occuper donc presque les 2 tiers de l'épisode, c'est-à-dire l'ambiance un peu horrifique, où il y a diverses apparitions qui foutent les jetons à nos personnages. Certaines qui sont un petit peu gratuites pour le spectateur puisque nos personnages je les vois pas, mais bon, c'est un peu spécial, on va en parler à la fin de ça. Le truc, c'est d'abord une espèce de cadavre momifié qui a ses derniers soubresauts de vie, ce qui est quand même assez ouh à ce moment-là, et quand on sait plus tard que ce n'est qu'une illusion, bah ça perd un peu son poids, et voilà, des toiles d'araignée, des apparitions qui semblent fantomatiques, et qui foutent les jetons, et au bout d'un moment, une espèce de grosse araignée qui apparaît, qui a donc une espèce de dos, entre guillemets, qui donne l'impression d'être une face vraiment horrifique. Vous faites un travail plutôt bien pour ce qui est de l'ambiance de peur instaurée. C'est dommage que ce soit assez amoindri par le fait que tout ça soit pour de faux.
Vraiment, c'est juste du tape à l'œil à un certain degré. Mais voilà, ça leur fait peur un petit moment. Mais Ezran comprend que ce n'est pas un vrai animal, cette grosse araignée. Parce qu'il sait parler la langue, donc voilà, je le dis. Et ouais, il se présente devant lui, il a prouvé. Son frère s'excuse d'avoir douté de lui pendant tout ce temps. Ah, il fait une espèce de danse du teubé pour lui faire plaisir pendant un petit moment pour le gag. Et ouais, maintenant, tout le monde doit lui reconnaître qu'il sait parler aux animaux, c'est son truc. C'est tout ce à quoi ça a servi cette mise en place. Et ça ne leur fait pas se poser plus de questions que ça, ils continuent jusqu'au sommet, jusqu'au fameux tronc d'arbre où Ellis s'était rendue avec Ava, et où ils vont découvrir que la personne qui habite ici, c'est une elfe, également, une elfe de lune, qui a pour spécialité l'illusion. C'est une illusionnisme, ce n'est pas une guérisseuse. Et elle raconte au bout du compte que c'est elle qui crée ces diverses illusions qui font peur aux gens. Enfin, pas tout le temps, j'imagine, parce que bon, la sangsue géante, c'était pas trop elle, hein, je crois, enfin j'espère. Parce qu'à ce moment-là, waouh, c'est même pas un pouvoir puissant, tu crées la vie, je suis désolé, hein. Même si c'est pas des êtres réels de ton point de vue, pour aussi palpable et aussi dangereux que c'est, j'estime que c'est limite comme si tu créais la vie, ma grande. Donc on va partir du principe que c'était des vraies créatures de la première couche, et la couche supérieure, c'est juste des illusions. On va partir de ce principe-là. Et ouais, ces illusions, parmi tout ça, il y a évidemment Ava, la fameuse louve, qui a été soi-disant guérie, mais au bout du compte, c'était une pâte placebo. Je ne sais pas comment le prendre, ça, c'était spécifiquement, en fait, parce que pour ma part, c'est un peu gros, quoi. Elle a fait croire à tout le monde qu'elle avait une quatrième patte alors qu'elle ne l'a jamais eue, pour qu'elle puisse être acceptée, etc., etc. Le problème, c'est que c'est pas du tout comme ça que ça a été présenté il y a 2 épisodes. Il y a 2 épisodes, ses parents ont dit on ne peut pas s'occuper d'elle, on a trop de bouches à nourrir, et on ne peut pas s'occuper d'elle pour la ramener auprès des siens parce qu'elle serait mal vue. Là, vous nous dites que qu'elle a fait ça pour que la louve soit acceptée auprès de la famille d'Hélice. C'est pour ça que je trouve ça super bizarre, quoi. C'est pas super clair. Est-ce qu'elle a été adoptée par la famille d'Hélice ou est-ce que juste un instant et puis elle est revenue auprès des siens puis elle est revenue auprès d'Hélice? Ça fait partie des trucs qui auraient mérité d'être plus clairs parce que j'ai le sentiment que vous n'allez pas faire le détail là. Enfin bref, quoi. C'était une jambe placebo et vraiment une jambe placebo de bonne facture hein, parce que c'est pas juste l'illusion qu'on la voit, c'est aussi au toucher. Et au bout du compte, si l'illusion du toucher, techniquement, c'est comme si elle avait une jambe de bois en fait. C'est plus ou moins ça. Puisque elle aussi elle a ressenti ça au toucher. Et au bout du compte, elle avait une quatrième jambe, peut-être plus faible que les autres, mais elle a une quatrième jambe techniquement. Donc, elle a fait quelque chose. Enfin bref, ouais, c'est la révélation par rapport à ce qu'on a instauré il y a 2 épisodes. Maintenant, voilà, on a la solution. Et le problème, c'est que bah, ça va pas aider à résoudre les problèmes qu'on a, hein, c'est-à-dire la main de Rayla et surtout l'œuf qui est en train de dépérir. Et donc, elle est illusionniste et qu'elle elle dit ah, je peux rien faire, mais à ce stade, avec le fait qu'il est sur la fin de sa vie, cet œuf, la seule solution serait de le faire éclore. Voilà, ça n'a jamais été un tant soit peu appuyé avant. Maintenant, c'est là être la solution et c'est ce sur quoi on va partir. Il faut faire éclore l'œuf. Seulement, le problème, c'est que ça ne marche que lorsque il fait un temps d'orage. Parce que c'est des dragons très capricieux. Et il n'y a que quand il y a des éclairs à proximité que je sors de mon œuf. Hein. Sinon, moi, je veux que ce soit dramatique et puissant. Eh, on est des dragons majestueux ou de la merde? Alors, donne-moi des éclairs, connard, hein, sinon je sors pas de mon œuf. Et, ok, donc on nous balance ça, maintenant, d'un coup, hein, ça n'a jamais été appuyé un tant soit peu avant. Ça c'est un truc qui aurait marché, hein, qui aurait grandement gagné à être appuyé avant. Les dragons éclosent lorsque il y a une nuit d'orage, enfin, un ciel d'orage, quoi. Je sais pas, peut-être que ça a été rapidement dit dans l'épisode d'intro. Je m'excuse à ce moment-là, mais j'ai pas souvenir une seule seconde. Hein. Mais bon, tout d'un coup, on dit que seul l'orage peut faire ça. Et c'est là que on fait le petit drame où tout le monde s'excuse, enfin surtout Rayla et Ezran, parce que
Voilà, ils n'ont pas pu protéger cet œuf et ça représentait beaucoup pour eux. Mais il y a Kaloum qui a une idée et décide de briser son orbe magique, renonçant à ses pouvoirs que ça lui accordait, en faisant une espèce de petite réminiscence à l'épisode précédent où il trouvait que cet orbe lui donnait de la valeur qu'il pensait ne pas avoir. Donc c'est un peu joli sur le principe, c'est amené très vite et surtout, j'ai pas souvenir qu'on ait spécifié de façon claire que détruire cet orbe causerait un puissant orage. Ou alors peut-être rapidement dans l'épisode 2, lorsqu'il parlait avec Claudia qui lui expliquait le principe de cet orbe-là. Ok, une fois de plus, hein, je tiens à préciser, à rappeler que je n'ai pas tout par cœur. Si je me revois la série et que je vois que c'était dans les dialogues initiaux, je dirais super, vous y avez pensé, mais c'est vraiment le petit détail qui donne pas autant de poids à la chose parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a été pensé avant ou pas. Et puis même si ça a été pensé avant, ben, c'était arrêté très vite, quoi. Je sacrifie mon orbe rapidement, sans réfléchir. À cause de ça, il y a une tempête qui menace d'emporter l'œuf au loin, donc Rayla fait de son mieux pour le garder sur place. Tandis que l'autre reste, par contre, hein, ça va, il supporte la tempête, mais l'œuf, non. Il pouvait pas juste réfléchir 30 secondes pour essayer de le poser de façon à ce qu'il soit bien sec. Non, 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 ça doit être le mouvement dramatique où je sacrifie cette espèce de truc qui me donne de la magie et je réfléchis pas aux conséquences directes. Enfin bref, Rayla sauve l'œuf, il éclot, le dragon né, on est content. Le premier être qu'il voit, c'est Batrapat qui lui lèche les yeux pour qu'il les ouvre parce que c'est un truc important à faire lorsque un bébé dragon naît. Je ne savais pas. Apparemment, hein, ou peut-être que c'est un truc qui a lieu dans le règne animal et que, étant donné qu'Ezran étant un grand fan des animaux qui leur parlent, il sait ça. Allez savoir. Donc, il est né, le dragon, tout le monde est un peu content. Il a même son super pouvoir magique qui vient avec parce que il a son nom, je l'ai pas son nom, je le donnerai un peu plus tard, ça, hein, je l'ai noté, je me souviens plus. Il connaît déjà son nom, puisque Ezran le comprend une fois de plus, et il a une magie tellement puissante qu'il peut défaire sans problème le petit bracelet de Rayla, et tout va mieux. Tout le monde est content, tout le monde célèbre, tout est réglé très très vite. L'option de faire éclore l'œuf n'a jamais été mentionnée avant. Ça fait des plombes que l'œuf a été capturé, qu'il a été mis sous vide plus ou moins. À aucun moment donné, on a songé à la possibilité qu'il éclorait à un quelconque moment. On n'a jamais, un tant soit peu, évoqué l'idée qu'il éclose. Et là, maintenant, c'est juste un truc qu'on nous balance à la toute fin de l'épisode en disant « Ah, s'il n'y a que comme ça que vous pouvez sauver l'œuf ». Moi, je veux bien, mais à ce moment-là, ce serait cool de donner ça un petit peu plus avant. Ou, je sais pas, essayer de mettre en place divers moyens de faire éclore l'œuf, essayer de créer une nouvelle échéance pour ça, mais pas tout de suite pour que ça se règle 2 minutes plus tard, quoi. C'est beaucoup trop rapide. C'est pas satisfaisant, je suis désolé, c'est pas satisfaisant. Et oui, le fait qu'il se débarrasse comme ça de la menace qui pesait sur la main de Rayla, je trouve que c'est facile. J'ai envie de dire, voilà, c'est le dragon, c'est l'être magique le plus surpuissant au monde apparemment, donc j'imagine que s'il y a quelque chose qui peut défaire ça, c'est lui, mais bon, c'est peu facile quand même. Et sinon, parallèlement, on a quelques moments de légèreté entre Soren et Claudia qui vont donc au sommet d'une montagne pour lancer le fameux sort dont elle a besoin pour retrouver la trace de Rayla. Tout ça pour un sort de pistache, putain. Vous cassez le cul pour des trucs comme ça. Alors qu'à côté, aspirer l'âme de quelqu'un et la renfermer dans une pièce, il suffit juste d'avoir une pièce et que la personne soit à côté, quoi. Hein. C'est beaucoup moins contraignant, hein, alors que ça m'a l'air d'être plus puissant d'un point de vue strict, ce truc-là. Mais bon. Donc, ouais, ils prennent tout ce temps pour avoir leur moment entre eux, montrer que voilà, c'est un frère et une sœur qui chahutent, etc. C'est un peu rigolo, certaines blagues sont un peu limites, mais bon, ça va. Et au bout d'un moment, et donc ils arrivent dans ce sommet de montagne pour lancer le sort, qui fait une espèce de gros arc lumineux vers là où sont nos héros. Et c'est bien. Le problème, c'est que les héros vont se déplacer de cet endroit-là, et comment vous allez faire après pour les pister
Surtout que vous êtes que deux, il n'y a pas de soldats avec vous, tu peux pas te téléporter là-bas. Enfin, peut-être que tu peux te téléporter, va savoir. Peut-être que l'épisode suivant, ils vont se téléporter face à eux, j'en sais rien. Donc, ça risque de pas forcément être si simple que ça, de les retrouver facilement comme vous le souhaitez après ça. Mais bon, peut-être qu'ils vont rester sur place à s'amuser et pas trop réfléchir, plutôt que de reprendre la route pour retrouver la mère des dragons. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est sur ça que ça se termine, avec donc le groupe des méchants qui est aux traces de nos héros. Elise qui apparemment va faire partie du voyage, je ne sais toujours pas. Puisque on commence à avoir pas mal d'animaux de compagnie quand même, hein. On en est à 3, hein. On en a rajouté 2 dernièrement, donc la louve à 3 pattes et maintenant le dragon. Dragon qui sera important, j'imagine, donc ouais, ce sera peut-être un peu plus recherché que ça. Mais bon, si c'était pour partir là-dessus, je veux dire, ça servait à quoi battre à patte, hein. Je suis désolé, je suis vraiment pas fan du gars. Hmm. Cet épisode était correct, j'ai envie de dire, mais vraiment, ça s'est pas se donner le temps qu'il faut sur certains points. Je pense que si j'avais été plus sévère, aussi sévère que lorsque j'ai traité la fin de Once Upon a Time, j'aurais été encore plus négatif avec, parce que sincèrement, c'est pas satisfaisant. C'est fait de façon acceptable, mais c'est pas satisfaisant réellement. Et j'ai envie de prendre du recul sur le fait que j'ai sans doute oublié des moments de dialogue qui ont amené à certains points de cette résolution dans les épisodes précédents, mais je peux pas m'empêcher de trouver que ça fait rusher et c'est... C'était pas une conclusion saisissante du tout. Mais voilà, maintenant on a un dragon qui a éclos, ça va changer la dynamique, qui a à peine eu le temps de s'instaurer, ce qui fait que je trouve ça un peu dommage que ça vienne aussitôt. Je veux dire, quitte à partir là-dessus, ça aurait pas été mieux d'attendre un peu plus que 9 épisodes. Après, je reconnais que je suis biaisé par le fait que je sais qu'il y a 6 saisons en cours de cette série, alors qu'à l'époque de la sortie de cette première saison, bah, c'était le tout début, il n'y avait rien d'autre après, donc il devait mettre en place pas mal de trucs pour agripper les gens. Si ça n'avait pas été ça, ça va peut-être pas donné lieu à de l'attente pour la suite, allez savoir. En tous les cas, ouais, pas la meilleure note pour conclure cette première saison. On va voir si la saison 2 démarrera mieux. À bientôt pour l'épisode 1 de la saison 2. Bye!